Ils n'ont pas largué de bombes. Pourtant, ce matin-là, tout a basculé au Burkina Faso. Serveurs éteints, banques figées, réseaux électriques vacillants. Et si la guerre la plus dangereuse était désormais silencieuse? C'était le début d'une offensive numérique redoutable, une attaque invisible mais foudroyante. Aucun missile, aucune troupe ennemie, mais l'État frappé au cœur, sans une seule alerte. Ce jour-là, la guerre n'a pas choisi la force, mais l'ombre et la ruse. Un nouveau champ de bataille est né, digital, insidieux, imprévisible. On n'envahit plus le territoire, on prend le contrôle des systèmes qui gèrent nos ressources, notre argent, notre électricité. Bataille mulette, où chaque ligne de code peut renverser un gouvernement. Aucun avion dans le ciel, aucun soldat dans les rues. Mais soudain, les serveurs gouvernementaux sont tombés. En moins d'une matinée, le système bancaire et le réseau énergétique du pays ont été paralysés. Pas de sirène, juste le silence oppressant des écrans noirs et des virements stoppés net. Sommes-nous maîtres de notre destin numérique ou bien prisonniers d'un nouvel empire invisible? Mais ce n'était qu'un début. Derrière le chaos, une question s'est imposée à tous. Comment reconquérir notre souveraineté face à cet ennemi invisible? Ce qui se joue ici dépasse de loin les contrats ou la simple cybercriminalité. C'est toute une stratégie de domination numérique qui prend l'Afrique pour terrain de jeu. En un instant, le risque est devenu limpide. Perdre la maîtrise absolue de nos ressources, de notre économie, de notre sécurité nationale. Si notre souveraineté peut être anéantie à distance, que reste-t-il vraiment de notre indépendance? Sous couvert de partenariats technologiques et de transfert de compétences, des puissances étrangères, en particulier israéliennes, se sont infiltrées dans les systèmes vitaux de nombreux États africains. L'opération va bien plus loin que l'espionnage classique. Logiciels espions dissimulés dans les télécoms, drones agricoles cartographiant en silence les sous-sols riches en minerais, et formation d'officiers africains, parfois orientés contre leur propre pays. Rien n'est laissé au hasard. Tout relève d'un plan coordonné, baptisé en interne Opération ArcNet. Ce réseau invisible étend ses tentacules de Dakar à Johannesburg, s'emparant des infrastructures critiques, du flux de données et même des réseaux de microcrédit. La logique est implacable. Contrôler l'ossature numérique d'une nation, c'est tenir ses marchés, ses décisions et son avenir entre ses mains. Prenons un exemple concret. Dans un pays d'Afrique de l'Est, un contrat signé avec une entreprise étrangère a permis l'installation d'un système de gestion des eaux. Officiellement, il s'agissait d'améliorer l'accès à l'eau potable. En réalité, ce système transmettait à l'étranger des données précieuses sur la répartition des ressources hydriques, permettant à des acteurs extérieurs de planifier des stratégies d'influence et de pression. Ainsi, la technologie, sous couvert de progrès, devenait un cheval de Troie. Face à la moindre tentative de résistance, la riposte est rapide. Des alliés africains, jadis proches, deviennent soudainement injoignables ou changent de discours, parfois jusqu'à retourner leur veste. Certains annulent des sommets à la dernière minute, d'autres publient des communiqués félicitant la coopération exemplaire avec Israël. L'isolement diplomatique devient une arme, aussi redoutable qu'un virus informatique. Mais la guerre ne se joue pas seulement dans l'ombre, elle explose aussi dans les médias mondiaux. Instabilité à Ouagadougou. Menaces sécuritaires pour la région, dirigeants imprudents et isolés. Les chaînes occidentales orchestrent l'image d'un pays instable, minant la confiance des partenaires et décourageant tout soutien extérieur. Ce n'est pas la première fois que l'arme de l'isolement diplomatique est utilisée. Au cours de la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis n'hésitaient pas à couper les relations avec des pays jugés trop indépendants ou trop proches de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est l'accès à la technologie, à l'information et aux réseaux internationaux qui est conditionné à la loyauté politique. L'histoire se répète sous une forme nouvelle, plus subtile, mais tout aussi implacable. Rappelons-nous le cas du Venezuela en 2019. Une crise politique interne y avait été rapidement amplifiée par des campagnes médiatiques internationales, rendant le pays quasi inapte à recevoir des aides ou à établir de nouveaux partenariats. Cette stratégie a été utilisée à plusieurs reprises pour marginaliser des nations jugées trop indépendantes. La pression est totale et multiforme. Sanctions économiques à peine déguisées, résiliation de contrats stratégiques, chantage sur l'aide internationale et campagne de désinformation pour retourner la population contre ses propres dirigeants. Chaque tentative d'indépendance numérique est aussitôt sanctionnée.
Isolement, crise diplomatique, voire menace de renversement. Pourtant, une riposte inédite s'organise dans l'ombre. Ce qui devait terroriser va, contre toute attente, mettre le feu aux poudres et déclencher l'espoir d'une mobilisation historique. Ce n'est pas l'isolement qui a gagné du terrain, mais une lucidité fulgurante. Et si l'Afrique refusait, d'une seule voix, de plier? Le danger est évident. Tant que l'Afrique reste morcelée et dépendante, chaque pays peut être isolé, soumis au chantage ou réduit au silence. La souveraineté numérique n'est plus un luxe, mais une question de survie pour tout le continent. Mais qui sont vraiment les architectes de l'opération ArcNet? Et comment ont-ils réussi à s'infiltrer aussi profondément? Pour comprendre la riposte, il faut d'abord remonter à la première faille. Les répercussions ont été immédiates. Du Mali à la Guinée, des chefs d'État jusque-là muets ont saisi leur téléphone sécurisé. Pas de déclaration publique, mais des messages feutrés, des promesses sous-entendues. Nous suivons tout. Nous sommes à vos côtés. Le climat changeait. En quelques jours, la cyberattaque contre le Burkina Faso n'était plus un fait isolé, mais la preuve d'un vaste réseau d'ingérence numérique. Partout, ministères et agences reprenaient chaque clause, chaque ligne de code importée à la loupe. Quand le gouvernement burkinabé s'est avancé, droit, devant les journalistes, c'était un acte de rupture. Sous les projecteurs, la voix de Ouagadougou n'a pas vacillé. Elle a dénoncé la manipulation, rejeté le rôle de marionnette, exposé les ficelles des puissances étrangères. Ce discours, aucun filtre ne pouvait l'atténuer. Ce soutien de l'ombre s'est transformé en action. Le Niger a annoncé, sans préavis, une révision de tous ses contrats technologiques étrangers. La Côte d'Ivoire a exigé la gestion souveraine de ses centres de données. Même le Ghana, d'habitude réservé, a ordonné une enquête parlementaire sur sa sécurité numérique. Sous cette pression, un débat crucial a éclaté entre les 14 capitales concernées. Fallait-il résister chacun pour soi et risquer d'être brisé un à un, ou unir leurs forces et bâtir un front commun contre l'ingérence? Le dilemme dépassait la cybersécurité. Il s'agissait de l'avenir même de l'indépendance africaine. Céder, c'était accepter une nouvelle ère de tutelle. Résister, c'était risquer l'escalade, mais aussi ouvrir la voie à un continent maître de ses lois. Toujours, dans les moments les plus sombres, naissent les alliances indestructibles. Bientôt, les premiers signes d'une alliance panafricaine ont émergé. Échange de renseignements, création de groupes mixtes, pacte de non-agression digitale. Pour la première fois, la souveraineté numérique africaine n'était plus un slogan, mais une cause partagée. Des réunions secrètes réunissaient des experts de 14 nations. Un terme s'imposait: union. Mais cette détermination avait un prix. Les proches des responsables burkinabés, sur le territoire ou à l'étranger, ont reçu des appels menaçants, des avertissements voilés. Dans les rues de Ouagadougou, la tension montait d'un cran. Ici, la guerre était psychologique, étouffer l'espoir par la peur, étouffer la révolte dans l'œuf. Mais l'adversaire n'avait pas dit son dernier mot. Derrière les écrans, une contre-offensive s'organisait déjà, plus insidieuse et plus dangereuse encore. Ce qui devait être une leçon de soumission s'est mué en onde de choc. L'Afrique, longtemps imitatrice, devient soudain laboratoire d'innovation, bouleversant l'équilibre mondial à une vitesse imprévisible. En quelques mois, une vague inédite traverse le continent. 14 pays, puis 22, proclament l'initiative africaine de souveraineté numérique. La question n'est plus technique, mais existentielle. Il s'agit d'autodétermination collective. Copier ou subir est révolu. Désormais, l'Afrique écrit ses propres règles. Pour comprendre la portée de cette riposte, il faut se souvenir d'autres moments clés de l'histoire mondiale. Lors des années 50, alors que les pays d'Asie du Sud-Est cherchaient à se libérer de la tutelle coloniale, ils ont dû affronter non seulement des armées étrangères, mais aussi des réseaux de renseignement et des moyens de pression économique. Ce n'est qu'en se fédérant, en partageant informations et expertise, qu'ils ont pu poser les bases d'une véritable indépendance. Des réseaux souverains se déploient. De Dakar à Addis Abeba, en passant par Kinshasa, de nouveaux liens de confiance se tissent. Des ingénieurs africains réinventent les protocoles de communication. Partout, d'immenses centres de données voient le jour, hébergeant enfin les informations des Africains en Afrique, sous la protection de lois nationales. Concrètement,
Cela signifie que les données des citoyens burkinabais ou nigériens ne transitent plus par des serveurs situés à Londres ou Tel Aviv, mais restent sur le continent. Cela réduit considérablement le risque de surveillance et de manipulation extérieure. C'est un pas décisif vers une maîtrise réelle de l'information. Les géants technologiques étrangers sont pris de court. AfriChat, messagerie créée sur le continent, détrône lentement les applications mondiales. Ubuntu Social, inspiré de la philosophie communautaire, propose une alternative locale aux réseaux sociaux où vie privée et solidarité priment sur le profit. Des services cloud aux noms évocateurs fleurissent. Mali Data, Nubia Drive, Kiswahili Cloud. De Bamako à Johannesburg, administration, PME et citoyens migrent vers ces solutions conçues par et pour eux. Une véritable reconquête numérique s'opère à tous les échelons de la société. Pour accélérer cette transition, de nombreux États africains mettent en place des incitations fiscales pour les startups locales, des bourses pour les étudiants en cybersécurité et créent des laboratoires nationaux de recherche en intelligence artificielle. Ce sont là des mesures concrètes, inspirées par les modèles de développement de pays comme l'Inde ou la Corée du Sud, qui ont bâti leur indépendance technologique sur la formation de masse et l'investissement public. Face à cette lame de fond, les réactions internationales fusent. Les pays occidentaux, Israël compris, voient leur influence s'effriter. Fini les conditions imposées, terminées les menaces de sanctions numériques, ils doivent désormais négocier, avec respect, sur un pied d'égalité. Les réunions changent de ton, les accords reflètent un nouvel équilibre. Mais l'impact ne s'arrête pas aux frontières. En Amérique latine, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, d'autres peuples s'inspirent de l'exemple africain. Une décolonisation numérique mondiale s'amorce. Le message est limpide. L'innovation n'a pas de centre, chaque peuple peut choisir sa voie technologique. Pour la jeunesse africaine, c'est un séisme psychologique. Le complexe d'infériorité s'effrite. Étudiants, ingénieurs, entrepreneurs se lèvent fièrement chaque matin, décidés à bâtir pour leur communauté. Sur les campus et dans les hubs technologiques, une génération ose rêver sans barrière. La validation extérieure n'est plus une oppression. Mais la course vient à peine de commencer. Les premiers obstacles se dressent, plus sournois que jamais. Pour illustrer ce changement, prenons l'exemple de l'université de Kigali, où un groupe d'étudiants a développé une application pour gérer les urgences sanitaires sans dépendre de plateformes américaines. Ce projet, initialement ignoré par les grandes entreprises, a été soutenu par un fonds souverain africain et déployé dans 8 pays en moins de 2 ans. La solidarité ignore les frontières. De Tel Aviv à Ouagadougou, la défection éthique devient l'arme d'une libération inattendue. Mais l'heure est grave. L'Afrique joue désormais sa place dans l'économie globale. Restera-t-elle un marché captif ou deviendra-t-elle un pôle d'innovation incontournable capable d'imposer ses choix? Argent, pouvoir, crédibilité, tout se joue maintenant. Le pari est immense, le risque aussi. On se souvient de l'affaire Snowden en 2013. Un simple analyste de la NSA a fait vaciller l'ordre mondial en dévoilant la surveillance massive exercée par les États-Unis. Ici aussi, un petit groupe de spécialistes fait basculer le rapport de force, prouvant que l'éthique individuelle peut contrebalancer la puissance des États. Au lendemain de la cyberattaque qui voulait asservir le Burkina Faso, une vague d'alliances improbables se lève. Des ingénieurs israéliens, indignés par la captation de leur savoir contre la liberté d'un peuple, rompent le silence. Ils révèlent, au péril de leur carrière, des codes sources et des failles qu'ils avaient autrefois défendus. Dans les laboratoires discrets d'Europe et d'Amérique, d'autres dénoncent la complicité silencieuse et refusent d'alimenter l'esclavage numérique. Mais l'élan ne s'arrête pas là. D'anciens hackers européens, sortant de l'anonymat, offrent leur expertise. Des ex-agents de l'Agence nationale de sécurité américaine, désormais repentis, dévoilent les arcanes des programmes d'interception. Même des spécialistes asiatiques rejoignent la cause, tous mus par un objectif commun, rendre à l'Afrique la souveraineté sur ses technologies. Les failles, longtemps jalousement gardées, circulent soudain dans l'ombre. Elles sont transmises aux techniciens du continent africain qui les utilisent pour démanteler pièce par pièce les dispositifs de surveillance implantés depuis des années. Ce qui paraissait impossible s'accomplit. Les barrières tombent, les réseaux de contrôle se fissurent et l'Afrique regagne, pas après pas, la maîtrise de ses infrastructures numériques. Ce qui aurait pu être la chute d'un pays devient la renaissance d'un continent, et bientôt d'un monde.
Mais une question demeure. Face à ce nouvel horizon, quelle sera votre place dans l'histoire? Désormais, l'Afrique attire les talents du monde entier. Des inventeurs convergent vers Lagos, Accra, Kigali, où les écoles d'ingénieurs locales voient affluer des inscriptions venues de tous les continents. Ces villes deviennent des laboratoires vivants d'innovation libératrice. Logiciels libres, serveurs protégés, applications taillées pour l'autonomie plutôt que pour la dépendance. Ne laissez personne écrire votre histoire numérique à votre place. Le choc se propage. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine, l'Afrique inspire et protège, inversant la dynamique séculaire. Les anciennes puissances découvrent un modèle où la dignité se mesure à la capacité de créer ses propres outils et de choisir librement ses alliances. À Dakar, Alger, Johannesburg, des jeunes lancent des plateformes qui rivalisent avec la Silicon Valley, mais qui privilégient l'anonymat, l'indépendance et la tempérance. Tandis que le mouvement s'étend, les adversaires affûtent de nouvelles armes. L'heure est venue de choisir son camp et d'inventer l'étape suivante. Mais la lutte comporte des risques. Défendre la souveraineté numérique, c'est défier ceux dont la richesse dépend de l'assujettissement des autres. Les pressions s'accentuent, les menaces se font plus insidieuses. Pourtant, l'élan est irrésistible. Du nord au sud, l'alliance des ingénieurs, hackers et citoyens redessine le rapport de force mondiale. Ce combat n'est plus seulement africain, il devient celui de l'humanité tout entière pour la dignité et la liberté technologique. Lorsque la cyberattaque a frappé le Burkina Faso, beaucoup y ont vu le signe d'une faiblesse africaine. Pourtant, l'histoire retiendra autre chose. Ce fut un révélateur, un signal d'alarme qui a forcé des nations entières à ouvrir les yeux sur la domination numérique et à transformer la peur en moteur d'innovation. Chaque décision prise aujourd'hui sur le terrain digital façonne bien plus que notre quotidien. C'est l'avenir de tout un continent, peut-être du monde, qui se joue dans l'arène invisible des réseaux et des données. La souveraineté numérique n'est pas un luxe ni une abstraction. C'est la clé de l'indépendance réelle. La promesse que plus jamais nous ne serons soumis aux caprices d'intérêts étrangers. En refusant la résignation, en disant non à la fatalité, le Burkina Faso n'a pas seulement protégé ses infrastructures. Il a offert un exemple courageux et lucide. Il a montré à tous que la dignité ne se négocie pas, que l'avenir se bâtit sur ses propres fondations, ses propres outils et son propre code. Ce choix de la souveraineté a un prix. Il implique des combats, parfois invisibles, souvent solitaires. Défier ceux qui, depuis des décennies, contrôlent nos flux d'informations, nos finances, nos perceptions. Mais c'est aussi accepter la responsabilité immense de construire, étape après étape, une infrastructure indépendante, sécurisée, adaptée à nos besoins. Les enjeux sont immenses. Contrôler nos ressources, notre argent, notre pouvoir de décision, le temps de générations entières et l'image que nous projetons au monde. Rester dépendant, c'est s'exposer à l'humiliation, à la manipulation, à la prédation. Conquérir notre souveraineté, c'est ouvrir la voie à une Afrique debout, prospère, respectée. Prenons l'exemple de la Chine dans les années 90. Loin de tout miser sur l'importation de technologies, le pays a exigé des transferts de savoir-faire à chaque contrat, a lancé de grands programmes de formation et a soutenu ses entreprises nationales jusqu'à leur émancipation. Aujourd'hui, plusieurs entreprises chinoises rivalisent avec les géants américains et européens, preuve qu'une stratégie volontariste peut renverser des siècles de dépendance. Désormais, il ne s'agit plus seulement d'une riposte technique ou politique. C'est une révolution culturelle, une volonté collective de ne plus subir, mais de bâtir, d'inventer, d'inspirer. L'Afrique n'a jamais attendu qu'on lui donne l'autorisation d'exister. Aujourd'hui, elle n'attend plus pour imposer ses propres solutions, ses talents, ses standards. Pour concrétiser cette ambition, plusieurs étapes s'imposent. Premièrement, investir massivement dans la formation d'ingénieurs et de techniciens locaux. Les écoles d'informatique et d'ingénierie doivent devenir des institutions stratégiques, capables de rivaliser avec les meilleures universités mondiales. Deuxièmement, instaurer des lois sur la protection des données qui garantissent la confidentialité et interdisent l'exportation non contrôlée des informations sensibles. Troisièmement, mutualiser les ressources entre pays africains à travers des consortiums technologiques afin de partager les coûts et de multiplier les innovations locales. À chaque citoyen, à chaque spectateur, le choix s'impose. Continuer à vivre sous un système imposé
ou rejoindre ceux qui refusent la soumission. L'histoire ne célèbre jamais la passivité, mais le courage de briser la chaîne. Dans cette bataille, chaque geste compte. Apprenez, partagez, protégez vos données, soutenez l'innovation locale, défendez la vérité face aux manipulations. Refusez d'être de simples clients, osez devenir des bâtisseurs. Ne restez pas dans l'attente, prenez le contrôle et façonnez votre avenir. Souvenez-vous, le choix entre dépendance imposée et souveraineté conquise façonnera l'avenir non seulement des citoyens d'aujourd'hui, mais aussi de leurs enfants et des générations à venir. Ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de dignité. La résistance numérique passe aussi par des gestes simples. Installez des applications locales, privilégiez les solutions africaines lorsque vous communiquez ou stockez vos données. Intéressez-vous à la sécurité de vos appareils, sensibilisez votre entourage aux risques liés à la dépendance technologique. Même un acte aussi simple que le choix d'un moteur de recherche ou d'un service de messagerie peut, à terme, renforcer la souveraineté du continent. L'heure n'est plus à la résignation. L'heure est à l'action, à la solidarité, à l'innovation. C'est ainsi que naissent les nouveaux mondes. Alors, face à cette guerre invisible, quelle sera votre décision ? Allez-vous rester spectateur ou prendre part à cette grande aventure collective ? Car l'histoire s'écrit maintenant, ligne de code après ligne de code, choix après choix. L'Afrique a commencé à relever la tête. Le monde observe, inquiet ou admiratif. À vous de décider si vous serez du côté de ceux qui subissent ou de ceux qui bâtissent.